Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue au 4e rencontre sanitaire apicole en région Verne-Rhône-Alpes. Donc, événement co-organisé par l'ADAORA, le GTV Aura et la FRGDS Aura sur et pour la santé de l'abeille. Donc, cette année, nous vous proposons 3 webinaires, dont 2 sur le thème de la lutte varroa, ainsi qu'une journée en présentiel cet automne. Donc, ce webinaire aujourd'hui intitulé Varroa, que faire en saison pour faire baisser la pression? Donc, nous allons vous parler des techniques et traitements associés que vous pouvez réaliser en début de saison. Ce webinaire a été préparé et est animé par Loris Benistan pour la DAORA, Elodie Rumiano, désolé Elodie, pour la DAORA aussi, et Philippe Noirter pour le GTV Aura et Adeline Alexandre, vétérinaire à la FRGDS Aura. Donc, la présentation va durer environ 45 minutes. Bon webinaire à tous. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler juste en introduction des signaux d'alerte liés à varroa au printemps ou en toute sortie d'hivernage, des suivis d'infestations possibles et orientations techniques possibles des colonies suivant leur infestation et leur force. Et ensuite, nous allons parler plus spécialement de la mise en œuvre d'une technique de saison, la mise en œuvre du retrait de couvain de mâle. Et pour ce faire, nous aurons aussi, je vais oublier de l'annoncer, le témoignage de Julien Storti, apiculteur en Haute-Savoie, qui viendra nous parler de la mise en œuvre des cadres à mâle sur son exploitation. Donc, on va commencer par une petite introduction, avoir l'œil varroa sur la visite de printemps. Donc, rapidement, suspecter un souci varroa à la première visite, enfin, lors des premières visites au printemps, il y a déjà des éléments de contexte. Il va de soi que si on a malheureusement subi une forte mortalité hivernale ou automnale, d'ailleurs, donc assez typique avec de fortes provisions, donc des colonies qui sont manifestement pas mortes de faim, avec ou sans cadavre. Alors là, c'est variable suivant à quel moment de l'hiver meurt la colonie, si on a un temps doux ou si on a un temps très froid. Donc, on peut avoir des cadavres dans la colonie ou pas, donc jusqu'à une disparition pure et simple de la colonie sans cadavre. Avec ou sans couvain, là aussi, ça dépend de à quel moment et dans quelles conditions s'effondre la colonie. Et où juste, pas forcément des mortalités, mais de très forts affaiblissements des colonies durant l'automne et l'hiver, jusqu'à devenir des non-valeurs. Donc, elles sont toujours survivantes au printemps, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, ne pas oublier, si tu veux faire défiler les photos suivantes, donc voilà une photo là d'une colonie qui a disparu purement et simplement, sans laisser de couvain. Et donc, on peut avoir voilà, aussi, s'il fait froid, très froid, quand la colonie s'effondre, les abeilles meurent à l'intérieur de la ruche. Et donc, dans ce cas, vous avez des cadavres. Donc, ça, c'est toutes des photos issues d'investigations de mortalité hivernale avec la cause varroa confirmée. Donc, ne pas oublier cet aspect, alors si j'ose dire, à la fois typique et polymorphe des mortalités hivernales à varroa. Ce qui est typique, c'est vraiment la récurrence de la présence de fortes provisions. Et après, l'aspect de la colonie, couvain, pas couvain, cadavre, pas cadavre, c'est variable ça. Ensuite, donc, bien sûr, si vous avez la chance ou la malchance, je ne sais pas dans ce cas-là quel mot faut employer, d'avoir une colonie qui est morte au cours de l'hiver, mais dans lequel il reste cet embryon de couvain, le couvain terminal que la colonie a élevé pour essayer de survivre, vous pouvez pratiquer si j'ose dire, une autopsie de ce couvain, c'est-à-dire désoperculer des cellules. Et donc là, vous allez rechercher pour au moins infirmer ou confirmer l'implication ou pas de varroa dans cette mortalité. Les colonies ne meurent pas toutes de varroa non plus. Donc on va rechercher des varroas sur les nymphes, des nymphes atrophiées. Alors on a aussi souvent des nymphes qui n'ont pas réussi à émerger, qui sont restées dans la cellule avec juste la langue tirée à travers le haut de la cellule. On va rechercher aussi les déjections de varroa, les cristaux de guanine qui sont déposés par la famille varroa au fond sur le côté de la cellule.
Voilà, donc sur la photo, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu au milieu, sur les nymphes, et puis vous voyez bien que les nymphes ont les abdomens raccourcis. Sur la colonne. Je te prie de passer à la diapo suivante, Adeline, si tu peux. Et après, ben, quand on a une petite grappouille d'abeilles aussi, si tu veux revenir, ben, on peut observer aussi des varroas phorétiques sur la petite grappe d'abeilles mortes au milieu du cadre, comme vous allez en haut un petit peu là, enfin, si vous cherchez bien, on en devine plusieurs sur carrément toutes les abeilles. Et encore une autre photo avec des varrois là, sur les nymphes. Là, on les voit bien, quoi. Il y en a quasiment. Enfin, il y a une famille de varrois par cellule. Allez, on passe à la suite, s'il te plaît. Et puis, bien entendu, donc là, on est sur l'examen nécropsique, mais si je vous le souhaite d'avoir des colonies qui ont survécu à l'hiver, mais on peut aussi, malheureusement, avoir aussi des signes manifestes de varroose dès les premières visites au printemps, avec notamment des ailes déformées, donc signe du virus des ailes déformées qui est fortement associé à varroa et dont la réplication est fortement augmentée en présence d'une forte pression varroa. Aussi donc des abdomens raccourcis, des varroas phorétiques visibles sur les abeilles sans les chercher expressément, des signes sur le couvain. Donc voilà. Et bien entendu, dans ce cas-là, quand on a déjà les signes cliniques associés, présence de varroa phorétiques, etc., il est inutile de perdre du temps à compter. Par la suite, mais il y a aussi un autre chose auquel on ne pense pas forcément au printemps. On a parfois des colonies avec des couvains, entre guillemets, morveux, c'est-à-dire des couvains atteints la plupart du temps de loques européennes, de mycoses, de virus sac-brood, tout ce qui est couvain pas très en bonne santé. Il faut quand même penser aussi à la pression varroa qui peut être impliquée dans ça, parce que toutes ces maladies du couvain ont une composante alimentaire. Et on a l'effet de varroa qui peut être différé, un effet de varroa à l'automne qui a généré des mauvaises abeilles d'hiver qui font des mauvaises nourrices pour élever le premier couvain, ou une colonie qui se dépeuple lors de l'élevage du premier couvain qui est mal chauffé, et ainsi de suite. Donc, pensez aussi, quand on a ces colonies-là, à faire un comptage, parce que ça peut être aussi une des expressions d'une pression varroa qui est malheureusement déjà trop élevée pour le début de la saison. Voilà. Ça peut aussi être un effet différé de la pression virale automnale qui était due à varroa. Varroa a été réglé, si j'ose dire, par les traitements hivernaux, donc il n'est plus là, mais on peut avoir toujours l'inertie de cette pression virale qui dure de génération d'abeilles en génération d'abeilles avant de diminuer enfin. Voilà. Donc toujours faire un comptage sur ces colonies-là ou des ruchers atteints de manière, bon, si c'est une colonie par-ci, par-là, c'est pas très grave, mais si, comme ça arrive quelquefois, des ruchers entiers, pensez quand même à vérifier la pression varroa sur ces ruchers-là, même si on ne pense pas forcément. Et ouvrir son œil varroa, si je dis. Et voilà, j'en ai terminé pour l'introduction. Je vais laisser la place à Adeline. Oui, merci Philippe. Donc là, en deuxième partie, on va parler suivi d'infestation et orientation des colonies. Pourquoi faire un suivi d'infestation au printemps? Philippe vient d'en parler, mais aussi parce que même si on n'a pas de soucis a priori sur ces colonies, il faut vérifier parce qu'on est censé être à un point bas de la saison. Il faut être sûr qu'on est bien à ce point bas. Là, vous avez des courbes qui vous représentent les populations d'abeilles et les populations
varroa à partir de seuils théoriques. Donc, on voit sur la courbe verte, hein, là, on est au mois de mars à un point bas de la population d'abeilles dans nos colonies, qui va fortement augmenter au cours des mois à venir avec le développement du couvain. Et parallèlement, le varroa va lui aussi se développer de manière exponentielle. Et en fonction de du niveau d'infestation initiale, on va arriver plus ou moins vite à un seuil de 2000, pareil qui est un seuil théorique, hein, du nombre de varroa, mais on va arriver à ce seuil plus ou moins rapidement. L'objectif, c'est d'être à ce seuil théorique de 50 varroa pour que la zone critique soit atteinte le plus tard possible, c'est-à-dire au moment où on fait les traitements de fin de saison. Donc, vérifier donc, le niveau d'infestation de varroa au printemps, ça permet justement d'agir avant qu'il soit trop tard, parce que si on est haut, eh ben, on ne pourra pas faire toutes les mielées. On risque d'avoir des problèmes avant, ou on risque d'avoir un taux de varroa tellement fort en fin de saison que les traitements n'arrivent plus à le gérer. Donc, et puis après, c'est intéressant aussi de suivre la dynamique de population de varroa dans vos colonies, dans vos ruchers. Faire des comparaisons, c'est toujours instructif. Donc, on va avoir les méthodes. La première méthode, vous la connaissez, on vous l'a déjà présentée plusieurs fois, c'est le comptage sur l'ange, je rappelle. Donc, on relève simplement les varroas qui sont tombés naturellement des cadres, soit parce qu'ils sont morts, soit par épouillage des abeilles elles-mêmes ou entre elles. Donc, ce qui est pratique, hein, c'est quand même d'avoir des planches grillagées pour faire ça et d'avoir une plaque claire pour pouvoir mieux lire qui sont adaptées à ce plancher. Et pour que les varroas ils restent fixés, on va la graisser à l'aide d'une graisse à taraire ou du saindoux. On place ces plaques et ensuite on va les relever tous les 2-3 jours et on compte les varroas, on les racle et on les regraisse et on les replace. Et ça, c'est bien de le faire 1 à 2 semaines, parce que si vous faites qu'une seule lecture, eh ben, vous n'aurez pas une mesure très fiable. Donc, faire 2-3 relevés, c'est bien pour faire une petite moyenne du nombre de varroas tombés par colonie et par jour. La deuxième technique, c'est le comptage des varroas phorétiques. Donc là, on va dénombrer les varroas qui sont présents sur les abeilles. Donc pour ça, les abeilles adultes. Pour ça, il faut faire un échantillon. Et comme varroa, avec ses petites ventouses sous ses pattes, est bien fixé sur les abeilles, il faut rajouter un élément pour les décrocher. Aujourd'hui, là, dans ce webinaire, on va vous présenter une méthode, la méthode alcool-détergent, parce que c'est la plus sensible, la plus fiable. Vous avez vu, hein, là, on est sur des nombres de varroa très faibles, hein, normalement, à cette période de l'année. Donc, il nous faut une méthode très sensible. En équipement, eh ben, il nous faut un pot et son couvercle. Il nous faut de l'alcool ou du détergent. Alors, ce qui marche bien, c'est le liquide le lave-glace des voitures, le lave-glace hiver. Un pot à prélèvement. Et puis, alors, vous voyez, là, c'est un système tout en un qui existe, qui est commercialisé, où on a donc le couvercle, le pot contenant l'alcool et le pot à prélèvement. Vous pouvez tout à fait faire des systèmes bricolés maison, hein, pour arriver à peu près au même résultat. Loris m'expliquait là qu'il avait une apicultrice qui utilisait des pots à faisselle. Donc voilà, il y a tout à fait la possibilité de bricoler des choses soi-même. Il faut simplement vérifier que les abeilles ne passent pas et les varroas passent. On peut rajouter en équipement là, qui n'est pas présent sur la photo, un filtre et un récipient pour pouvoir récupérer l'alcool et pouvoir faire plusieurs colonies avec la même dose d'alcool ou de détergent. Pour prélever les abeilles, déjà l'objectif c'est de prélever à peu près 300 abeilles. Alors pour ça, soit on fait par volumétrie, donc on prend un pot étalonné à 120 millilitres. Donc ce petit pot là, il a des barres d'étalonnage. Donc
on prélève comme ça, ou alors ceux qui veulent vraiment être hyper précis peuvent, avec alors une balance de précision, parce que les balances de cuisine ne sont souvent pas assez précises, mesurer 40 grammes d'abeilles. Donc, pour prélever, il faut repérer un cadre où on a des grosses laves d'odules, hein, parce que comme Varroa préfère les nourrices, on va essayer de prélever un maximum de nourrices. Et avec le pot à prélèvement, on va effleurer les abeilles sur le cadre du haut vers le bas. Elles vont tomber à la renverse dans le pot et on va pouvoir prélever comme ça. On tapote pour qu'elles descendent bien au fond et pour repérer bien qu'on ait le bon volume. Une fois qu'on a fait ce prélèvement, on va plonger les abeilles dans l'alcool, refermer le couvercle et mélanger 1 minute. Donc on mélange bien pour imprégner un maximum l'échantillon et permettre une bonne diffusion pour que les varroas décrochent. Et on a un petit espace, alors là on ne voit pas très bien, mais on a un petit espace entre le tamis, enfin le pot à prélèvement et le pot contenant l'alcool. Les varroas tombent au fond. Donc soit on regarde en soulevant le pot, soit on enlève le pot à prélèvement et on regarde les varroas rester dans l'alcool. Donc on compte les varroas et on divise par 3 pour avoir une mesure qui est un nombre de varroas pour 100 abeilles. Il va être la mesure qu'on va retrouver dans les différents seuils. Donc les seuils au printemps, ils sont faciles à retenir, c'est 1 partout, c'est-à-dire inférieur à 1. Donc sur l'ange, un varroa qui tombe par jour, par colonie, et puis pour les varroas phorétiques, inférieur également à 1 varroa phorétique pour 100 abeilles. On attire votre attention sur le fait que si vous dépassez ces taux, il faut quand même un peu s'inquiéter. Par contre, si le taux est normal, il ne faut pas se dire que tout va bien. Il faudra quand même refaire des comptages de contrôle en saison, parce qu'à cette période de l'année, les 2 techniques sont assez limitées. Vous avez vu, comme on est sur un point bas, on a déjà assez peu de varroa dans les colonies. Et puis, je vais vous montrer là sur ce petit cycle de la colonie. Donc, vous voyez, là, c'est découpé en mois de l'année. Spring, on est au printemps ici. Ça vous montre les différentes populations d'abeilles au cours du temps. En marron clair, là, vous avez le couvain d'ouvrières. En marron foncé, le couvain de mâles. Et en jaune, la population adulte dans la ruche. Donc, bon, au début de printemps, on a le développement du couvain d'ouvrière. Tout de suite après, quelques temps après, le couvain mâle aussi se développe. Et vous voyez là, les petites bêtes rouges, ça représente la présence du couvain sur les différentes populations d'abeilles. Et là, on voit bien qu'au printemps, il est essentiellement il y en a peu, et il est essentiellement dans le couvain. Donc en fait, en phase phorétique, il va être assez peu de temps, et juste le temps de l'émergence des abeilles, et ensuite il va assez rapidement retourner dans le couvain pour s'y reproduire. Donc voilà, comme on a assez peu de varroa présents à l'extérieur du couvain, c'est pour ça que ce comptage est quand même à prendre avec précaution. Donc on pourrait se dire, on va regarder les varroas dans le couvain, c'est sans doute ça qu'il faut faire pour avoir une mesure fiable. Et c'est vrai que ça paraît intéressant de désoperculer le couvain pour observer les varroas, mais actuellement, on n'a pas de seuil qui permette de conclure à quelque chose. Donc, en l'absence de données scientifiques, on ne peut pas dire que on ne peut pas donner de seuil finalement comme on peut le faire pour les 2 autres techniques. Donc là, vous avez la désoperculation, mais aussi, comme l'a dit Philippe, quand vous ouvrez les cellules, vous pouvez aussi observer des traces de varroa, donc des immatures, les mâles, et puis les déjections. Oui, je t'interromps juste. Ouais. Ouais. Je vais revenir sur cette diapo parce qu'on a eu beaucoup de questions sur l'aspect des déjections de varroa fond des cellules. Donc voilà, c'est les cristaux blancs là
qu'on voit là, que qu'Adeline vous a montré, ça ressemble à ça. Alors là, mais on peut les voir en fait aussi sur des cellules très noires, juste en regardant les cellules en lumière rasante. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se posaient cette question. OK. Tu peux reprendre. Donc, on a constaté un niveau d'infestation élevé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, déjà, il y a élevé et élevé, hein. Il y a des seuils qui peuvent être très critiques et puis il y a des seuils modérés. Après, il faut que vous évaluiez la force de vos colonies et puis que vous ayez en tête vos objectifs. Est-ce que votre objectif, hein, ça va être de garder absolument en vie et de sauver toutes vos colonies? Est-ce que c'est d'augmenter votre cheptel? Est-ce que c'est de produire? Voilà, tout ça rentre dans la balance et après ça, il y a plusieurs actions possibles. Parfois, malheureusement, la seule solution, c'est l'euthanasie parce que voilà, la colonie est vraiment trop faible. On peut éventuellement envisager un transvasement ou du retrait de couvain associé à un traitement. On peut également diviser la colonie et traiter. Et puis, le traitement au Formic Pro peut être également envisagé dans certains cas. Et en complément de tout ça, le retrait de couvain mâle que vous présentera Loris en deuxième partie peut être associé. Dans toutes les situations, le retrait de couvain mâle peut être intéressant. Donc, on a évalué l'infestation, elle est élevée. On évalue la force de la colonie. Donc, la force de la colonie, ça peut être très faible, comme cette mini-grappe. Ça peut être correct, normal, ou elle peut être aussi très forte, même avec un niveau d'infestation élevé. Et en fonction de tout ça, eh ben, on a essayé de vous mettre un petit arbre décisionnel. Voilà, espérer sauver ce type de colonie, c'est illusoire. Donc, parfois, malheureusement, la seule solution, c'est l'euthanasie. Pardon. Ensuite, on peut, quand la colonie on estime sauvable, mais qu'il y a urgence à agir, on peut envisager un transvasement ou le retrait de couvain. Vous avez vu tout à l'heure, les varroas sont fortement présents dans le couvain. Donc, le fait de retirer le couvain enfin, peut être vraiment intéressant et ensuite passer à un traitement à base de médicaments à l'acide oxalique permet une bonne efficacité. Le transvasement, c'est voilà, comme on le ferait pour une loque, hein, finalement, ça revient un peu à ça. L'objectif, c'est vraiment de repartir sur du propre et de supprimer ce couvain où est fortement varroa. Ensuite, les deux autres traitements, enfin possibilités, on va dire, actions, ça peut être envisagé sur plutôt des colonies qui sont fortes. Alors, pas forcément tout de suite avant la mielée, ça peut être après une mielée. C'est aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce que il faut que j'agisse dès maintenant ou est-ce que je fais une mielée et j'agis après, hein, donc, ça, c'est possible aussi. Il faut se poser ces questions-là. Donc, la possibilité, c'est de diviser et de traiter ou également de traiter au Formic Pro. Donc, on va vous expliquer ces deux actions-là. Donc, diviser, la division, il y a plein de techniques, hein. On va simplifier un petit peu. C'est intéressant quand on veut augmenter son cheptel, bien sûr. Même dans un cas où le niveau est assez élevé, ça peut être intéressant. Il faut bien sûr que la ruche soit quand même assez forte et il faut qu'il y ait des mâles, bien sûr. Donc, si sur la ruche mère ou si on introduit une reine sur l'essaim artificiel, on n'aura pas de période hors couvain. Donc, l'action, elle va être limitée. On va voir comme on retire un petit peu de couvain sur la ruche mère, on va avoir quand même, on va enlever des varroas, mais ça ne va pas diminuer très fortement la population de varroas. En revanche, sur l'essaim artificiel, en remérage naturel ou si on introduit une cellule royale au stade J3, on va avoir une fenêtre hors couvain qui va nous permettre de traiter et ça c'est vraiment intéressant.
d'exploiter ces fenêtres hors couvain. Donc, pour traiter les essaims, donc on attend sur l'essaim artificiel en remirage naturel ou en intro J3, on va attendre que tout le couvain naisse. Et donc, 24 jours après la constitution de l'essaim, on peut traiter. On fait un petit aparté sur les essaims naturels que vous pouvez capturer. C'est aussi intéressant d'exploiter la période hors couvain qui est vraiment tout de suite après la capture de l'essaim. Vous pouvez traiter de la même façon et comme ça, vous avez vraiment un bénéfice sur la chute de varroa sur un essaim dont vous ne connaissez pas la provenance. Petit aparté, voilà, il n'y a pas que le varroa qui peuvent amener cet essaim-là. Soyez très prudents sur la capture des essaims. Vous pouvez introduire des maladies dans votre rucher en capturant des essaims. Donc le traitement indiqué pour ces périodes hors couvain, c'est les traitements avec des médicaments à base d'acide oxalique. Donc vous en avez trois, vous les connaissez, l'apibioxal, l'oxybi ou le varomène, que vous pouvez appliquer en dégouttement, donc 5 millilitres dans les intercadres. Voilà, c'est facile à faire et vraiment, il faut que vous exploitiez bien ces fenêtres hors couvain, c'est vraiment intéressant. Voilà, je te laisse le formic, Philippe. Oui. Donc une autre solution, mais vous allez voir réservée quand même à certains types de colonies ou certaines conditions. Donc c'est une autre possibilité, c'est d'utiliser le Formic Pro. Donc avant on avait le Max aussi qui a été remplacé par le Formic Pro sur le marché français. Donc c'est un médicament à base d'acide formique qu'on va pouvoir utiliser sur une courte période de temps. Donc il va pouvoir s'intercaler avant les premières mielées ou entre deux mielées sur les colonies qui seraient, ou des ruchers qui seraient a priori trop chargés en varroa pour les soulager. Donc voilà, c'est pour essayer de maintenir les colonies en production au moins sur la mielée suivante sans prendre trop de risques. Donc il faut que si le niveau est voilà, si on est au-dessus de zéro en varroa phorétique au niveau au printemps ou qu'on a un doute. Donc voilà. Par contre, on ne va pas pouvoir appliquer ça sur n'importe quelle colonie. Il faut quand même des colonies aptes à supporter, si j'ose dire, la violence de l'acide formique sur les colonies. Donc des colonies qui sont encore fortes, donc pas des colonies qui sont en cours d'effondrement, qui sont déjà effondrées. Donc des colonies qui couvrent bien 8 cadres d'abeilles avec des belles provisions, parce que le traitement est assez violent et a tendance à faire consommer les réserves par les colonies. Donc il ne faut pas qu'elles soient sèches. Et aussi des colonies qui ont repris la ponte depuis au moins un mois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas appliquer ça sur des vieilles abeilles d'hiver en fin de vie, parce qu'on va encore d'autant plus écourter leur vie. Donc voilà, donc on attend que la colonie ait pris, si j'ose dire, sa dynamique printanière et qu'elle ait repris la ponte depuis un mois, qu'il y ait des jeunes abeilles qui soient nées pour le faire, au risque de trop choquer la colonie et de l'entraîner du mauvais côté. Si tu veux passer à la suite. Non, là tu es revenu en arrière, je pense. Voilà. Donc, on peut l'utiliser, alors comme ça agit par évaporation, il y a des plages de température à respecter. Alors, la température idéale étant une vingtaine de degrés. Il ne faut pas aller au-delà de 30 degrés, au risque d'avoir beaucoup d'effets néfastes secondaires sur la colonie. Et en dessous de 15 degrés de température diurne, on a une évaporation qui est très limitée, donc on ne bénéficie pas de cette action flash et choc de l'acide formique. Une diffusion rapide qui va permettre aussi normalement d'impacter les varrois qui sont dans le couvain. Donc, comme c'est un traitement qu'on applique que pendant 8 jours, on va pouvoir l'intercaler juste avant la première mielée, avant de poser les hausses en vue d'une récolte, ou même entre deux mielées de printemps. Donc voilà. Par contre, voilà, comme ça aussi agit par évaporation, ça perturbe fortement les colonies. On ne va pas traiter une colonie dans le rucher. Si on traite tout le rucher pour limiter les phénomènes de dérive et ainsi de suite. Et pour aider à l'évaporation et maintenir l'acide longtemps dans la colonie, il conviendra de fermer le fond grillagé s'il est grand ouvert. Par contre, on va laisser l'entrée
grande ouverte pour que la colonie arrive quand même à réguler les vapeurs du formique. Bien sûr, il va falloir se protéger, donc les équipements de protection individuelle, au moins des gants résistants aux acides. Si on a beaucoup de colonies à traiter de la sorte, je conseille quand même de mettre un masque, même masque qu'on utiliserait pour l'acide oxalique en sublimation, par exemple, pour respirer le moins possible de vapeur d'acide. Ça peut être quand même fortement irritant pour les voies respiratoires du manipulateur, et je vous déconseille aussi de vous mettre juste à l'aplomb de la ruche au moment où vous l'appliquez. Enfin, vous n'allez pas vous mettre longtemps. Et on a un autre problème aussi avec ce médicament, c'est aussi les difficultés d'approvisionnement. Il n'y en a pas tout le temps en stock chez les fournisseurs et tout. Donc en fait, ça serait en théorie le médicament utilisable en urgence, en traitement flash printanier. Euh, Sauf qu'en fait, il faut se l'être procuré avant d'en avoir éventuellement besoin. Ensuite, vous avez aussi un risque de mortalité de rennes, alors qui est moins élevé au printemps que quand on l'utilise l'été ou l'automne, mais il y a quand même quelques rennes qui y passent. Donc, il faut avoir des rennes en réserve, ou alors être capable de s'en rendre compte 8 jours après, d'éclater la colonie en essaim ou d'introduire des cellules pour la remérer. Enfin, voilà, il faudra la surveiller. Et après, comme tout traitement qui agit par évaporation, tout ça, qui va dépendre à la fois de la force de la colonie dans son action, de sa capacité à chauffer suffisamment le traitement pour lui permettre de s'évaporer, et aussi des températures extérieures sur la capacité à évaporer le traitement, et ça, aussi pour les acides formiques, on a l'humidité de l'air aussi ambiant qui entre en jeu. Donc, on a des résultats qui sont plutôt irréguliers. Donc, voilà. Donc, ça peut être une solution à court terme pour faire une mielée, si j'ose dire, sur des colonies encore fortes et capables de faire une mielée. Voilà. Ça peut être une solution, mais ça remplacera jamais en termes d'efficacité, d'action flash et assainissement de la colonie une suppression de couvain couplée à un dégoûtement ou une sublimation d'un médicament à base d'acide oxalique. Et autre précaution, le miel qui est produit pendant le traitement, éventuellement, parce que pour faire une chambre d'évaporation, on peut soit retourner le nourrisseur couvre-cadre au-dessus des bandes, soit poser une housse vide. Si miel pendant le traitement et que les colonies stockent dans la housse éventuellement, ce miel-là, il faudra le retirer de la consommation humaine, et enfin l'extraire, mais pas l'utiliser, pas le vendre, parce qu'il y a un risque assez fort qu'il soit assez chargé en acide formique avec une modification de son pH. Voilà, donc on attendra d'avoir retiré les bandes et que les colonies aient refait du miel. Et si elles en avaient fait pendant le traitement, on le retire. Voilà, donc c'est une possibilité. De toute façon, quand on en est au moment d'avoir à assainir des colonies au printemps, si j'ose dire, c'est qu'on a raté quelque chose l'été d'avant ou l'hiver aussi. Mais ça fait partie des solutions que vous pouvez utiliser là maintenant. Bonjour, c'est ma partie. Du coup, troisième partie, on va parler du retrait de couvain mâle, une varroa, que faire en saison pour faire baisser la pression. Toujours dans la poursuite. Donc moi, je vais vous parler plutôt de la théorie, et Julien, il viendra compléter parce qu'il a plus d'expérience, même une sacrée expérience là-dessus. Et puis, il parlera aussi de sa mise en œuvre sur son exploitation. Donc, le principe du retrait de couvain mâle. En fait, le retrait de couvain mâle, c'est l'idée de sacrifier une partie du couvain mâle pour diminuer la pression de varroa, en incitant les abeilles à en produire dans des zones spécifiques pour drainer une partie des parasites, puisque, en grosso modo, les varrois vont être piégés dans ces cellules de mâle operculés, et il va plus nous rester à retirer ces parties de cadre contenant les varrois. Tu peux changer, Adeline. Alors, le retrait de couvain de mâle dans la lutte intégrée contre varroa. J'aime bien repartir de ce petit graphique qui, je trouve, est assez synthétique. Dans la gestion de varroa, il est important donc de connaître ce parasite, de prévenir, de surveiller, d'intervenir et d'évaluer.
Alors, en détail, on connaît son cycle de vie, son mode de gestion, comment on peut donc bien connaître la biologie du parasite. Dans le rucher, évidemment, ça s'accompagne toujours de mesures sanitaires, de sélection d'un rucher, de gestion des matériels et des matrices, rotation des cadres et compagnie. Et c'est ici que va s'insérer ce qu'on appelle le retrait de couvain mâle. Entre guillemets, et vous le voyez juste après, il y a tout ce qu'on vient de dire juste avant, donc la surveillance et l'intervention en été, le retrait de couvain de mâle n'est pas un traitement en soi contre la varroise. Ça s'inscrit dans une logique de prévention et de maintenir et d'accompagner en tout cas la charge varroise en saison. Donc ça ne remplace pas un traitement estival. Est-ce que tu peux changer, Adeline? Alors, le retrait de couvain de mâle, pardon, je vais juste faire ça comme ça. Le retrait de couvain de mâle, il peut être mis du coup en œuvre en saison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une forte présence de varroa qui est dans le couvain de mâle, à minima. Alors, on dit selon la biblio 6 fois supérieure, c'est à confirmer, mais voilà, on peut juste retenir un peu en tête que il y en a beaucoup plus dans ce couvain. Et là encore, pourquoi il y a plus de varroa dans le couvain de mâle? Parce que la cellule est plus grande. L'operculation donc d'une cellule de mâle va durer plus longtemps, elle dure en général 48 heures. Donc en fait, les nourrices vont passer plus de temps à soigner ce couvain et donc statistiquement, il y a plus de chances qu'en fait une femelle varroa située sur une nourrice se laisse glisser dans une de ces cellules de couvain mâle. Tu peux changer toujours. Alors, pour faire ça, quel type de cadre on peut utiliser? Il y a plusieurs variantes qui existent. Classiquement, le plus simple, c'est un cadre de hausse. Donc, en fait, vous avez tous vos cadres. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Cette technique, elle peut être mise en œuvre que si vous utilisez déjà des cires gaufrées avec du couvain d'ouvrière, et donc que finalement les colonies ne puissent pas, n'ont pas déjà des cadres puissent pas en bâtisse libre créer du mâle un petit peu de partout. Donc, une fois que vous avez vos cadres bien positionnés de couvain d'ouvrière, si vous intégrez un cadre de hausse ou un cadre compartimenté, comme vous pouvez voir juste à droite, spontanément, les abeilles vont venir construire en couvain mâle. En gros, dès qu'on offre la possibilité à des abeilles de construire en bâtisse libre, les abeilles vont préférentiellement bâtir du couvain mâle avec des alvéoles adaptées. La slide suivante. Parmi les autres types de cadres, il y a évidemment aussi le cadre à jambage. Donc toujours, on a nos cadres classiques et puis on glisse un cadre à jambage. Là encore, d'abattis libre, les abeilles vont venir statistiquement, classiquement, construire ce cadre en couvain mâle. Et puis on a ce cadre de corps modifié avec Julien qui est en photo et qui utilise ça, il nous présentera, qui est donc un cadre rallongé, qui pareil, en fait, un peu un cadre de hausse, mais avec c'est un cadre de corps où on a remonté la barrette du centre et qui permet une découpe plus facile. Là encore, dans la mise en œuvre à l'échelle de l'exploitation, on y reviendra dessus. Alors, une petite astuce, même si c'est facile normalement, mais c'est toujours pratique de marquer ce cadre avec une punaise ou un autre marquage distinct parce que lorsqu'on arrive, on le repère plus facilement. Voilà, tu peux changer, Adeline. Alors, quand mettre en place cette méthode? Alors, avec les premières mielées, lorsque les colonies vont commencer à se développer, le cadre à mâle, on va venir l'insérer donc le plus près du nid à couvain. Selon les régions, selon les périodes, c'est dès à présent, à partir de fin mars, voire voilà, selon la précocité de là où vous vous situez, plus au sud, dans le Drôme, ou je ne sais pas, dans les régions plus montagneuses, jusqu'à début juillet. On dit classiquement que c'est pas mal d'attendre donc qu'il y ait 4 cadres de couvain, et puis c'est la période où la colonie va spontanément avoir envie de faire du mâle. Quand est-ce qu'on doit retirer le cadre à mâle et procéder à la découpe? Alors, forcément, à partir du moment où on enclenche ça et qu'on fait générer du couvain mâle, il faut être rigoureux sur le calendrier et rigoureuse au risque de potentiellement élever du varroa, puisque, on le sait, le couvain mâle met 24 jours à arriver à maturité, à éclore. Donc, grosso modo, à partir du moment où on l'introduit, on repasse avant ces fameux 24 jours et si possible, au moment où le couvain est majoritairement operculé. Diapo suivant.
Alors, une fois qu'on arrive sur place et on vient découper donc avec un couteau, vous voyez la photo que là encore Julien nous expliquera comment il pratique. Grosso modo, on essaye de viser alors 3 à 5 retraits. Il y en a qui font moins, mais plus il y a de répétitions, évidemment, meilleur sera le résultat. Et une fois qu'on a récupéré ces morceaux de couvain avec donc toutes les larves qui contiennent souvent les larves, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on les met immédiatement dans un sérificateur à vapeur solaire, soit on le stocke au congélateur en attendant de le fondre en fin de saison. Enfin, si vous êtes un petit apiculteur avec 1 ou 2 ruches, on peut éventuellement, mais attention à cette pratique, le mettre, voilà, si on a un tout petit bout dans un poulailler, mais là encore, ça demande je mets des grands warnings. On ne laisse pas traîner ce morceau de cire pendant 1 semaine, je ne sais pas, on peut peut-être le mettre 1 journée et puis voilà, on l'élimine rapidement, quoi. Parce que pillage et transmission de maladies. Diapo suivante. Ah ben ça, je vais laisser expliquer Julien, ce sera plus facile, parce que c'est aussi un outil de gestion des colonies. Bonjour à toutes et à tous. Je me présenterai après, du coup, je vais enchaîner sur un slide, c'était toi qui le faisais. Oui, ce quadramal, bon, j'expliquerai l'historique après, mais dans les faits, avec le recul, il nous a permis d'utiliser comme outil diagnostique pour déceler la dynamique de la colonie, et notamment pour voir si telle ou telle colonie était susceptible d'essaimer ou pas. Que quand on est apiculteur professionnel et qu'on cherche à avoir le plus fort pourcentage de ces ruches qui sont en production, on cherche à avoir le moins d'essaimages possible. Mais quand on a 300 ruches, faire les cellules sur 300 ruches, c'est un peu compliqué. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, cet outil-là nous a permis de diminuer vraiment drastiquement le diagnostic essaimage, puisqu'on s'est rendu compte qu'une fois que la première découpe était faite, généralement 3e semaine d'avril pour chez nous, quand on repassait la semaine d'après et qu'on regardait ce cadre-amal-là, et uniquement ce cadre-amal-là, s'il était comme sur la photo du haut, bien reconstruit et pondu, c'est que la colonie avait une bonne dynamique et ne cherchait pas du tout à essaimer. Donc quand c'est comme ça, quand on remarque voilà, que la bâtisse a été rapidement construite, qu'elle est pondue, là on referme la ruche, on ne va pas plus loin. Et par contre, après, il y a un stade intermédiaire, quand on voit que ça bâtit un petit peu, que c'est à peine pondu, que ça fait des espèces de petites vagues, que c'est un cadre en entier. Là, il peut y avoir 2 interprétations possibles. Ça peut être une colonie qui est un peu sur une dynamique un peu faible, voilà, qui n'a pas une dynamique assez forte pour construire rapidement ce cadre-amal. Ou alors, ça peut être une colonie qui a une tendance à aller vers l'essaimage. Donc là, quand on trouve face à des cas comme celui-ci, on regarde toute la ruche ou la moitié, et si on voit des cellules, ben, on teste les cellules et on note tout ça sur le toit de la ruche pour avoir un repère. Et puis après, il y a la photo du bas qui est là, est vraiment très, très parlante. Quand on fait une découpe de couvain de mâle et qu'on revient la semaine d'après et qu'il n'y a pas du tout de construction, et là, sur cette photo, c'est même pire. Ça fait même la barrette d'élevage de cellules royales en dessous. Là, on sait typiquement qu'il y a une forte velléité d'essaimage et qu'il faut agir. Voilà. Donc ça, cette technique, ce qui est marrant, c'est que nous, pour notre part, on l'a un peu découverte comme ça de fil en aiguille, d'année après année. Et quand on a discuté avec d'autres apiculteurs dans d'autres régions de France et même en Italie, c'est une technique qui est très répandue pour détecter l'essaimage. Oui, c'est ça. Les Italiens l'utilisent énormément en gestion. Ils ont uniquement un cadre amal en rive, hein, exactement comme toi. Alors, ne risque-t-on pas de sélectionner des varrois attirés par des couvains d'ouvrières? Parce que forcément, on se dit, si statistiquement, on embarque ceux qui sont attirés par les mâles, on va se garder que ceux qui sont attirés par les ouvrières. Eh ben non, parce qu'en fait, il n'y a aucune substance chimique en jeu. Et donc, c'est bien les caractéristiques physiques de la cellule mâle qui fait que statistiquement, il y a plus de varrois dans ce couvain. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, de combien cette technique fait réduire la pression varroa? Là encore, ça dépend du nombre de passages, on l'a dit tout à l'heure, on conseille entre 3 et 5, mais même à partir de 2, c'est déjà intéressant. Mais évidemment, plus on y passe, plus ça fait baisser. On dit classiquement dans la littérature qu'une découpe répétée pourrait faire réduire jusqu'à 50%.
j'ajoute quand même, non, je mets quand même pas mal de précautions. C'est significatif, retenez, mais de là à vous donner un chiffre clé, c'est plus compliqué. Le diapo suivant. Le slide. OK. N'y a-t-il pas un risque de déficit de fécondation des reines par l'absence de mâles en nombre suffisant? Alors, les cellules de couvain mâle, alors, parfois, les abeilles, même si vous leur mettez de la cire gaufrée, viennent vous construire des cellules mâles en bordure. Donc, et généralement, selon le nombre de vos colonies, je parle bien, non pas pour des pros, hein, mais si vous avez que quelques colonies, ça peut être suffisant. Éventuellement, si vous avez des inquiétudes, il est possible évidemment de faire spécifiquement, mais que vous pratiquez ça à grande échelle, de faire de laisser ce couvain mâle et de faire par exemple des banques à mâles ou non, des ruches à mâles, pardon, pour être sûr d'avoir les mâles qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien parce que finalement, vous allez, en faisant cette pratique de retrait de couvain mâle, vous castrez les colonies qui ne vous plaisent pas. J'imagine, par exemple, les colonies qui sont agressives, eh ben, en coupant ce mâle, on évite que ces mâles se retrouvent dans son environnement et fécondent nos reines, nos futures reines. Et puis, quel impact après de la découpe répétée sur la colonie, un petit peu de philosophie sur l'harmonie de la colonie. Alors, chacune a sa propre conscience. Mais bon, quand même, il est important de rappeler, spontanément, la colonie va construire des cadres en amorce mâle, donc peut-être qu'elle en a envie, mais en même temps, il n'y en a pas toute l'année. Donc, c'est sûr que c'est interventionniste, mais bon, ça, je vous laisse réfléchir sur ça. Le diapo suivant. Et ben voilà, je repasse la main à Julien, ce qui va s'expliquer toujours. Est-ce qu'on est beau? Donc, voilà, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Julien Storti, je suis apiculteur en Haute-Savoie depuis 10 ans. Et je suis installé en GAEC avec ma compagne depuis 1 an et demi. Voilà, on gère à peu près 300 ruches. Et voilà, c'est pour ça qu'on vient parler de ça, de la mise en place de cette technique de retrait de couvain de mâle sur une exploitation de taille modeste, mais avec 300 ruches, il y a quand même du boulot. Et ce témoignage est intéressant parce que il y a 10 ans en arrière, j'ai beaucoup entendu que c'était impossible de le mettre en place sur une pratique professionnelle. Et nous, on y arrive. Il faut passer à la suite, s'il vous plaît. Alors, pour refaire un petit historique, un retour en arrière, pourquoi j'ai décidé de mettre en place cette technique, c'est quand je me suis installé il y a 10 ans, j'ai un peu lu toute la biblio qu'il y avait sur le sujet et je me souviens d'un de mes collègues, un de mes maîtres de stage, qui m'avait dit si tu veux réussir en apiculture, il y a 3 choses qu'il faut que tu saches gérer. Petit 1, le varroa. Petit 2, donner à manger à tes abeilles si c'est vraiment la grosse disette. Et petit 3, maîtriser l'élevage. Donc en fait, j'ai pas mal lu de vidéos sur le sujet du cadramal et comme j'ai commencé avec 40 ruches, je l'ai mis en pratique dès le début. C'est pour ça que aujourd'hui sur notre exploitation, c'est possible à grande échelle, c'est parce qu'on l'a intégré dès le début sur nos pratiques, sur notre technique. Et ça s'est affiné avec le temps. Donc ce qui est important, c'est que le cadramal, oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ça sert à rien de le mettre tant qu'il n'y a pas 4 beaux cadres de couvain, parce que sinon elles le construisent pas, ça péclote un peu, ça met du temps. Et quand on a des ruchers de 24 ou 40 ruches, l'objectif étant de découper, de poser les cadres à mâle et de les découper en même temps, on ne peut pas se permettre d'avoir 5 ruches qui le prennent à telle date, 10 ruches qui le prennent une semaine après, etc., etc. Donc il faut bien attendre que tout le monde ait 4 cadres de couvain. Donc, pour notre part, on équilibre les ruches, mais vous pouvez, dans une pratique de loisir, mettre le cadre à mâle de manière individuelle en fonction de son développement. Et puis, par contre, d'être très, très rigoureux sur le calendrier des découpes. Donc, nous, on fait 2 découpes consécutives. On ne peut pas en faire plus et j'expliquerai pourquoi aussi. Donc, la première découpe se fait à peu près fin avril. Et puis, la deuxième découpe 3 semaines après. Ça arrive que sur certaines colonies, on le coupe 3 fois, c'est qu'ils sont très très développés, qu'ils l'ont pris bien en avance.
Et par contre, après la deuxième découpe, qui intervient généralement entre mi-mai et fin mai, on ne les découpe plus pour des raisons de fécondation. Alors, pour le printemps, on fait comme Loris a expliqué tout à l'heure, nous, on a un rucher de fécondation, donc où on amène nos plus belles ruches sélectionnées pour faire des mâles de qualité. Et celles-ci, donc, on ne découpe pas les cadres à mâles. Et comme on fait un seul gros bloc de constitution d'essaim à peu près fin avril, on cale nos constitutions d'essaim avec nos dates de ponte de mâles dans ces ruches-là. Et du coup, on a des mâles que sur notre rucher de fécondation dédié aux essaims. Par contre, sur la partie, on garde les cadres mâles pour avoir des mâles en abondance fin juillet, début août pour les fécondations, parce qu'on fait pas mal de changements de reines, notamment en cellules à 3 jours, puisqu'on est en bio, et donc après on utilise un médicament à base d'acide oxalique. Et on a deux techniques, c'est soit l'encagement de reines, soit le changement des reines âgées de 2 ans avec cellules à 3 jours et passage d'acide oxalique. Donc il nous faut des mâles en conséquence. C'est pour ça qu'on les garde. On pourrait aller jusqu'à 3, mais ouais, on amputerait, je pense, assez drastiquement nos possibilités de fécondation sur la fin de saison. Oui, alors là, il y a un petit détail de plus qui n'a pas à voir grand-chose avec le retrait de point de mâle, mais du coup, comme c'est un cadre, le cadre à mâle reste tout le temps dans chaque ruche et qu'on pratique l'encagement, on a intégré dans ce cadre la cagette Scalvini, parce qu'on fait de l'encagement en cagette Scalvini. Et donc comme ça, on ne se pose pas la question de savoir sur quel rucher sont les cagettes ou pas. On sait qu'il y en a à chaque fois dans chaque ruche. Et on met une petite plaquette en bois quand elle ne sert pas dans la cagette pour que les abeilles ne gardent pas les petites alvéoles plastiques de miel, parce que sinon, quand on veut encager, il faut gratter le miel et là, ça déclenche le pliage et éventuellement, ça peut bouffer une reine dans la cagette. C'est pas très, très pratique. Conclusion de ce webinaire sur que faire en saison, et bien globalement, déjà retenir un point fondamental, c'est qu'il faut se préoccuper de varroa dès le début de la saison. La tendance est des fois un petit peu, on peut avoir tendance à se dire bon, je gérerai varroa en janvier, en juillet ou en août. C'est important de garder en tête, d'évaluer, de remodifier sa stratégie le cas échéant, de faire des seuils, des comptages réguliers, éventuellement de mettre des stratégies d'adapter ses stratégies en fonction de ses objectifs. Je fais des essaims, j'ai envie d'aller faire sur les émilés tardives, donc j'ai envie que mes colonies soient le plus propres possible, donc j'essaye de faire des traitements, de traiter mes colonies pour qu'elles soient le plus propre possible à ces moments-là. Et puis parfois, on peut aussi se dire, on va accompagner. Ça peut être très stratégique, notamment sur des mielés tardifs, par exemple. Si on fait du retrait de couvain de mâle, on va peut-être gagner 1 semaine, 2 semaines, et petit à petit, comme ça, on va peut-être pouvoir gagner de la production, parce qu'on retiendra que ça, c'est un des points qu'avaient montré nos copains de l'ADAPI, une oncolonie fortement infestée, ça fait baisser la production de miel. Donc, vous avez un panel d'options. Il faut retenir que il faut toujours garder en tête varroa dès le début de la saison. Petite conclusion où j'ai rajouté des compliments, mais voilà, c'est conclu. Merci Julien de sa présence. C'était vraiment hyper intéressant d'avoir ton témoignage. Et ouais. Merci beaucoup. On vous remercie pour votre participation et on vous donne le rendez-vous donc le 25 mai pour le prochain. La thématique affichée, c'est varroa, comment traiter ses colonies hors couvain l'été sans encager. C'est subtil, voilà, mais ça va être sympa, vous allez voir. Voilà, je crois qu'on peut conclure. Merci à tous et bonne journée.